Bonjour à tous. Moi, je suis Arthur Laporte. Je suis pas du tout du monde du bâtiment. Moi, je travaille dans un petit cabinet de conseil qui est juste à côté d'Habitat Ecoaction. Petit, si petit par rapport à d'autres. Donc, moi, je travaille sur l'évaluation des impacts environnementaux des produits qu'on peut aussi appliquer au bâtiment. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement de la biomasse. Pour savoir un petit peu ce que c'est, donc déjà, est-ce que parmi vous, qu'est-ce que vous avez comme idée quand on parle de biomasse, c'est quoi pour vous? Bon, et bien justement, on va voir un petit peu tout ce que ça peut être. Alors effectivement, ça peut être des forêts détruites en particulier, mais ça peut être des forêts tout simplement avec les arbres. La biomasse, ça peut être du bois qu'on va retrouver sous le format bois énergie avec les bûches de bois que vous connaissez pour le chauffage ou les pellets, ou ça peut être des matériaux de construction. Ça peut être des planches, des poutres, du parement. Un petit peu tout ça, donc, c'est une des premières notions qu'on peut retrouver dans la biomasse. Mais la biomasse, ça va aussi être d'autres matériaux qui vont pas forcément être issus du bois à proprement parler. Ça va être des matériaux qu'on va appeler biosourcés, mais que moi je préfère appeler agrosourcés, puisqu'ils sont issus quand même de cultures pour la plupart. On va retrouver les pailles dans l'éco-construction, on peut retrouver le liège en tant qu'isolant, des laines de bois, des panneaux de paille de chanvre compressés par exemple. Mais ça peut aussi être, oui, mais ça peut aussi être vos déchets. Les déchets biomasse, en fait, c'est les biodéchets que vous allez générer avec les déchets alimentaires, donc les épluchures, les coquilles d'œufs, tout ça. Mais c'est aussi potentiellement les déchets agricoles qu'on va retrouver dans une exploitation, les fumiers, les lisiers, des déchets d'alimentation animale qui auraient pu être un peu passés. Alors, ça va avoir certains avantages d'utiliser ces différentes sources de biomasse, qu'elles soient énergétiques, de construction de matériaux ou de déchets, puisqu'on va pouvoir les valoriser. Donc sur le premier point, l'énergie, quand on va parler d'énergie, que ce soit par exemple si on prend le bois énergie, on va avoir un gros avantage par rapport aux énergies qu'on appelle fossiles, c'est que votre arbre, quand il va grandir, quand il va absorber du carbone dans l'air, il va le stocker et c'est ce carbone qu'on va réémettre dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le carbone biogénique. Donc c'est un cercle qui est quasiment neutre au final, puisque hormis les petites étapes de transformation que vous allez avoir pour transformer l'arbre en bûche par exemple, ou les déchets de scierie qui vont être compressés en pellets, vous allez avoir un cercle qui est quasiment neutre puisque vous absorbez du carbone, vous le réémettez. Alors qu'avec les énergies fossiles, vous allez prélever du carbone qui date de plusieurs millions d'années et vous allez le réinjecter dans l'atmosphère. Donc c'est un petit peu la première problématique qu'on va avoir sur les énergies et on peut trouver un premier intérêt. Dans les matériaux de construction, on va retrouver ce même intérêt. Par exemple, si on prend du bois de structure, avec une charpente bois, c'est pareil. En fait, la grume que vous allez exploiter, que vous allez transformer en poutre ou en planche, c'est un petit peu pareil. Vous allez stocker du carbone à l'intérieur. Donc vous allez faire ce qu'on appelle un puits de carbone, puisque vous absorbez du carbone à un instant T, et le carbone qui est stocké dans ce bois-là, il sera réémis dans l'atmosphère qu'au moment de la déconstruction, enfin plutôt de la démolition, de l'élimination du bois de structure, donc plutôt une centaine d'années après. C'est un des gros avantages des structures bois, c'est qu'on est sur des structures qui sont relativement durables dans le temps. On va avoir aussi des propriétés mécaniques qui peuvent être semblables, donc on arrive à faire des structures relativement similaires et tout aussi durables. Dans les matériaux isolants, c'est pareil, on arrive à retrouver les mêmes propriétés que dans les isolants qu'on va appeler conventionnels avec par exemple les laines de verre, les laines de roche ou autres matériaux. Donc, on voit déjà un deuxième avantage aux matériaux biosourcés. Et ensuite, vous avez aussi les déchets, donc ils vont venir de plusieurs sources, comme je citais au début. Vous pouvez avoir les déchets, donc bon, là c'est représenté en déchets de collectivité, mais la collectivité, la ville dans laquelle vous habitez, c'est une collectivité, et c'est aussi pour ça qu'on fait de la collecte de biodéchets maintenant séparés. C'est pour pouvoir les valoriser, donc soit énergétiquement, donc c'est-à-dire qu'on va les mettre dans ce qu'on appelle un digesteur. C'est une espèce de grosse structure dans laquelle on va laisser les déchets se décomposer, mais cette structure, elle va être fermée et on va récupérer le gaz. Ce gaz, on va pouvoir le réinjecter dans le réseau, donc soit le réseau de gaz de ville que vous avez. Donc ça peut servir pour faire du chauffage, ça peut servir pour vos plaques de cuisson. Les déchets agricoles, on peut également les valoriser de cette façon-là. On entend beaucoup parler de la méthanisation agricole en ce moment. Et au final, vous avez donc une première production de biogaz. Et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle le digestat, donc c'est le résidu solide de décomposition des déchets dont on va pouvoir se servir en engrais. Donc on voit d'un double intérêt, même sur les déchets, on peut les valoriser pour faire de l'énergie et pour faire des engrais, pour refaire des cultures. Ou vous pouvez tout simplement faire votre compost à la maison. Et si vous avez un potager, si vous êtes jardinier, vous réexploitez votre compost à la maison.
Ça, c'est un petit peu, voilà, pour dégrossir, quels sont les potentiels avantages du biosourcé, de la biomasse. Ensuite, il faut quand même être vigilant parce que ces matériaux, bien qu'ils aient des avantages relativement importants, qui semblent relativement importants, derrière, on va quand même avoir besoin d'intervention humaine. Tout à l'heure, on citait les destructions des forêts. Voilà. Est-ce qu'on veut faire que du bois de construction, c'est-à-dire on arrête de faire de la construction conventionnelle, de la maçonnerie conventionnelle, on bascule tout sur de la construction bois, auquel cas il faudrait exploiter toutes les forêts. Et donc c'est là, si c'est mal géré, si c'est mal fait, ça peut déjà commencer à poser des problématiques. Et ça, même si le bois est une ressource qui est intéressante, elle est dans un écosystème, dans les forêts. Et donc, retirer une partie de ce bois pour faire de la construction, c'est aussi enlever une ressource de son écosystème, c'est aussi fragiliser un écosystème. Les écosystèmes forestiers, ils deviennent aussi de plus en plus fragiles avec le changement climatique. On le voit par exemple en France avec le stress hydrique, les plusieurs sécheresses qu'on a eu d'affilée, enfin les 2 grosses sécheresses qu'on a eues ces 2 dernières années. Et donc, les forêts, les sources de ressources potentiellement renouvelables s'affaiblissent aussi. Donc ça, c'est pour la partie vraiment construction, matériaux de structure. Si on regarde, il y a aussi quelques courants sur la valorisation énergétique des cultures. Dans certains pays, on fait des cultures dédiées à valorisation énergétique, c'est-à-dire on va par exemple planter du maïs pour le mettre directement dans un méthaniseur et faire de l'énergie. C'est pas forcément pertinent, sachant qu'on sait faire autrement, qu'on sait plutôt valoriser des déchets ou faire des cultures intermédiaires. Donc c'est les couverts d'hiver, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous êtes un petit peu proche du milieu agricole, mais entre 2 cultures, on va mettre par exemple du trèfle, de la luzerne, d'autres cultures qui vont permettre de faire des couverts d'hiver, de stocker de l'azote dans les sols. Et c'est ces cultures qui vont à la fois stocker du carbone, de l'azote dans les sols qu'on va récolter pour valoriser. Et ça peut être un petit peu plus intéressant. Mais on a toujours besoin quand même d'une intervention humaine. On a toujours de la culture, de la sylviculture, de l'agriculture qui va y être liée pour les matériaux qu'on va pouvoir exploiter à peu près de manière un peu primaire sans trop de traitement. Mais derrière, on a aussi besoin de la transformation quand même. Par exemple, on ne peut pas exploiter un arbre comme ça, on est obligé d'en faire des poutres, des planches, etc. Si on veut avoir les mêmes propriétés de durabilité, le bois à l'extérieur, vous savez que ça n'aime pas trop l'humidité, on va être obligé de le traiter. Donc potentiellement, on a quand même peut-être besoin de certaines ressources aussi synthétiques pour protéger le bois. Et derrière, ça peut aussi demander de l'entretien. Donc il faut aussi faire attention aux conditions d'utilisation de ces matériaux biosourcés. On ne peut pas en mettre partout, on ne peut pas les mettre n'importe où, n'importe comment. Et c'est pas systématique qu'il y ait un impact environnemental qui soit plus inférieur, enfin qui soit inférieur d'un matériau biosourcé ou agrosourcé par rapport à un matériau conventionnel. On a des matériaux conventionnels avec des chaînes de production qui sont très bien établies, qui ont aussi des rendements qui sont assez intéressants. C'est des choses qu'on maîtrise bien, il y a des grosses réglementations dessus. C'est des produits qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'additifs pour durer dans le temps. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pas systématique, il ne faut pas non plus rentrer dans le piège de se dire c'est biosourcé, c'est naturel, c'est forcément bien. On a l'exemple sur des produits textiles, donc c'est un petit peu différent, mais sur des textiles. Les textiles en coton ne sont pas forcément plus intéressants que les textiles en polyester. Après, tout dépend de l'indicateur d'impact environnemental qu'on va regarder. J'ai parlé de carbone tout à l'heure, mais on peut parler aussi de consommation d'eau, d'eutrophisation de l'eau, qui est un indicateur de pollution de l'eau, l'écotoxicité de l'eau. Voilà, vous avez tout un panel d'indicateurs. Donc, on ne peut pas dire que c'est systématiquement mieux. Potentiellement, on aura peut-être un indicateur qui sera plus intéressant que l'autre un petit peu moins bien. Le tout est d'en arriver à faire la part des choses. Et voilà. Alors, justement, pour être sûr d'aller sur dans les bonnes pratiques, pour sortir des idées reçues, on a des méthodes qui existent pour évaluer les impacts environnementaux. Ça se fait assez bien. Donc, nous, on en fait plutôt sur des produits industriels, mais il y a des cabinets qui sont spécialisés sur les produits du bâtiment. Peut-être que certains, si vous êtes dans le milieu de la construction, vous connaissez les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. C'est un résumé en fait des impacts environnementaux d'un produit pour un service donné. Si je prends l'exemple d'une peinture, ça va pas être 1 kg de peinture A vs 1 kg de peinture B. C'est vraiment la fonction de recouvrir 1 mètre carré de mur pendant 10 ans. Et c'est à partir du moment où on va commencer à rentrer dans ces comparaisons avec vraiment un service rendu équivalent. On peut le faire pour les matériaux isolants, par exemple, de se dire potentiellement peut-être qu'un kilo de laine de chanvre d'isolant chanvre, ça va être plus intéressant que 1 kg de laine de verre. Mais en fait, si vous avez besoin de mettre le double de l'autre isolant parce qu'il n'a pas les mêmes propriétés isolantes, voire le triple de matériaux isolants, là, vous allez peut-être rentrer, en fait, vous allez avoir peut-être plus d'impact au final. Donc ça, c'est une méthode qui existe. On peut l'utiliser sur des matériaux, sur des bâtiments, avec tout ce qui va être RE 2020. Il y a des labels comme le label E+C-, énergie positive, carbone moins, qui se servent justement de ces méthodes d'évaluation et qui permettent
de définir, voilà, de vraiment faire un bilan sur tout le cycle de vie complet, pas en prenant juste des idées reçues, en allant dans l'analyse un petit peu plus poussée. C'est des analyses qui ont des limites, forcément, il y a des indicateurs qu'on connaît assez mal, comme les impacts sur la biodiversité, mais c'est parce qu'on n'est même pas capable scientifiquement de vraiment poser une méthode pour connaître l'impact qu'on va avoir sur la biodiversité. C'est à partir de ces évaluations qu'on arrive à commencer à comparer un petit peu sereinement, sans rentrer dans l'idée des reçus. Mais des fois, on peut se dire aussi, bah, c'est des matériaux qui vont nécessiter des savoir-faire. Typiquement, les enduits terre-paille, la construction paille qui va aller autour, ça va avoir recours à certains savoir-faire. Et donc, c'est aussi là où on peut se dire, bah, est-ce qu'on rentre uniquement dans la partie éco-construction pour réduire les impacts environnementaux ou pour maintenir des savoir-faire, pour créer des emplois, pour créer une nouvelle dynamique avec des ressources locales, même si elles n'ont pas forcément un impact environnemental inférieur, ça peut peut-être être le même impact environnemental. Et donc c'est là où il faut arriver à faire un petit peu la bascule, la part des choses, à se dire, est-ce que mon cheval de bataille, c'est utiliser des biomatériaux, des matériaux biosourcés pour réduire les impacts environnementaux? Est-ce que c'est pour utiliser des ressources locales? Ou est-ce que c'est pour avoir recours à des artisans en locaux aussi qui ont certains savoir-faire, qui sont tout aussi importants, qui est tout aussi important de les conserver? Euh, Voilà, donc certains matériaux, après, donc au-delà de ces bonnes pratiques, des impacts environnementaux qu'on peut maîtriser, on a parlé du bois, mais du coup, est-ce qu'on peut aussi, il faut aussi parler des provenances et de la gestion de ces ressources-là? Ça reste des ressources naturelles qu'on va quand même prélever, même si ça paraît d'être une bonne idée au début d'utiliser du bois. Est-ce qu'on utilise du bois qui vient de n'importe où? Est-ce que faire de l'éco-construction avec du bois issu de la déforestation ou du bois exotique, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on garde le tampon éco-construction parce qu'on fait de la construction bois? Mais pas forcément non plus. Je citais tout à l'heure les cultures dédiées à la production énergétique, c'est pareil. Dans les bioplastiques, c'est un petit peu la même chose, qu'on peut retrouver aussi dans certains équipements qu'on va retrouver dans les bâtiments. Mais voilà, on va devoir peut-être prélever des ressources, consommer des ressources. Ils sont peut-être pas des impacts environnementaux qui sont inférieurs. Donc, la question de la provenance, elle est relativement importante aussi, même si on sait qu'il y a quand même beaucoup de biomatériaux qui sont des coproduits. Typiquement, la paille, ça va être des coproduits agricoles qui viennent de la production de céréales. Mais du coup, est-ce que la paille, elle n'est pas déjà utilisée quelque part? Bah, potentiellement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent déjà leur paille en élevage, en paillage pour les animaux. Donc du coup, est-ce que ça induirait pas aussi de faire plus de production de paille? Voilà, c'est tout un système en fait qui est vraiment à revoir, à se poser la question. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend aussi de la... Je vois Pierre qui me fait dans de la tête. On connaît les réponses à cette question. Il suffit d'aller voir le stand du réseau français de la construction paille. Ils ont travaillé sur cette question-là. D'accord. Et donc, il n'y a pas de problème. On peut faire encore, on peut doubler, tripler les bâtiments en paille. On ne touchera pas encore à la production agricole ni rien. Bon, Voilà, mais ils ont les réponses et ils ont travaillé là-dessus, le réseau français de la construction paille. bah, c'est une super nouvelle dans tous les cas. Ou derrière, bah, les coproduits, tout simplement, je parlais du bois énergie, bah, tout simplement, est-ce qu'on continue à faire du bois énergie avec du bois de chauffage ou est-ce qu'on prend que les déchets de scierie pour faire des pellets? Ça peut aussi être une autre façon d'interpréter les choses. Alors, même je mets juste un petit warning aussi sur le chauffage bois. Vous avez peut-être entendu parler très récemment de l'interdiction des foyers à corps ouvert dans la métropole lyonnaise, parce que ça peut aussi être une grosse source de pollution aux particules fines et donc des problèmes de santé publique. Donc, c'est pareil, le bois énergie, ça peut être intéressant, mais dans certaines conditions, toujours, voilà, avec des outils performants. Et donc, ça va vraiment aussi nécessiter d'aller voir, de vraiment analyser de la même façon tout ce qui est production thermique, isolation, pour limiter au maximum les consommations et les effets qu'on va avoir derrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu dans tout ça sur la biomasse, sur les biomatériaux? C'est que ça offre des grandes possibilités pour l'éco-construction parce que ça va mettre à disposition beaucoup de matériaux, ça peut mettre à disposition de l'énergie. Il faut quand même rester vigilant sur la provenance, favoriser les ressources qui sont produites localement ou revaloriser les coproduits, les déchets pour essayer de s'alimenter un petit peu au mieux. Mais derrière, toujours dans une question de préservation de ressources, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de commencer d'aborder un petit peu le thème de la sobriété, parce que même si on a des ressources qui ont moins d'impact, qui sont plus intéressantes, est-ce que continuer sur les méthodes de construction qu'on a connues avant, c'est-à-dire faire des très grandes maisons individuelles, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que faire une villa de 500 mètres carrés pour 3 personnes dedans, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est pas forcément intéressant non plus. Mais en fait, moi, j'ai pas compris ce que tu as évoqué sur Lyon. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus?
Alors à Lyon, la métropole de Lyon a interdit l'utilisation de cheminées à corps ouvert à l'intérieur des bâtiments, parce que pour la simple et bonne raison que ça a un très mauvais rendement de combustion. Et comme on a une mauvaise combustion du bois dans les cheminées à corps ouvert, on a des imbrûlés de combustion, beaucoup de fumée qui sont générées, beaucoup de particules fines. Et les cheminées particulières, donc les cheminées à domicile, c'est la deuxième source de pollution en particules fines sur la métropole lyonnaise, avec des foyers à corps ouvert. Donc le foyer à corps ouvert, c'est vraiment, c'est juste, il y a un emplacement, juste la cheminée au-dessus, et tu mets juste des bûches comme ça dedans. Tu sais, les grandes cheminées qu'on voyait un petit peu à l'ancienne, ce genre de choses. Et pour compléter, une cheminée classique, le rendement, c'est aux alentours de 10%. Donc 10% de la chaleur produite que tu récupères dans le bâtiment. Un poêle, les premiers poêles, c'est 80%. Voilà, et ça peut aller plus loin en suivant la performance du poêle. Donc du coup, ça change tout en fait. C'est ça, ça change vraiment le confort thermique, enfin, l'apport énergétique. Et je crois qu'avec les poêles à peler, ils tournent autour des 90%, maintenant 95% de rendement thermique. Alors potentiellement, il y a peut-être les mêmes types de cheminées. Réglementaire, j'en ai pas entendu parler, il me semble pas. Ça me dit rien. Bonjour, je reste sur ce sujet aussi. Mais ça veut dire, est-ce qu'ils vont mettre des aides financières pour pouvoir transformer ces cheminées à corps ouvert pour que ce soit deviennent des inserts ou des poêles ou que sais-je? Ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce qui est prévu pour aider ces familles qui ont ces cheminées à corps ouvert? Enfin, famille, bâtiment plutôt. Très bonne question. Pour l'instant, il y a juste la réglementation qui est passée sur l'interdiction. J'en ai pas plus sur le contenu derrière. Alors, souvent, c'était des cheminées un petit peu de confort aussi. C'était pas forcément la première source d'énergie thermique dans le bâtiment. C'était plus pour allumer son feu de cheminée au coin du salon et puis avoir la jolie petite flamme plutôt que pour vraiment chauffer la maison ou chauffer le bâtiment. Alors Arthur, il n'est pas expert en aide sur le logement et tout ça, mais par contre, on en a un qui va pouvoir répondre. Oui, je suis conseiller France Rénov et je suis accompagnateur Rénov, donc je confirme qu'il y a vraiment des aides pour installer des poêles alors qui sont dits flammes vertes, donc qui sont à haute performance. Et après, oui, les poêles à granulés ont aussi une performance des rendements encore plus intéressants. Et puis ça traite justement toutes ces particules fines, puisque les classifications elles sont sur le rendement, mais aussi sur les particules fines émises. Donc c'est plus contrôlé qu'on le pense. Mais c'est financé. Et quel que soit le lieu où vous habitez, il y a un conseiller France Rénov ou une conseillère France Rénov qui existe sur le territoire, partout en France, maintenant. Alors moi, j'ai pas de questions, mais ça me fait penser à quelque chose quand on parle du coup d'impact carbone, tout ça, qu'on parle par exemple le bois, comme tu disais, biogénique, qui va capter du carbone quand il va grandir, et qu'après on prend en compte la fin de vie, ou quand on va brûler ce bois, ça va réémettre le carbone. Moi, avec la présentation que tu as fait, je fais le lien avec le réemploi, où directement, en fait, au lieu de brûler ce bois-là, si cette poutre, on la récupère pour la mettre autre part, c'est encore un moyen d'éviter les rejets. Bon, le bois, il y a bien un moment où il finira brûlé et voilà, ou décomposé, mais on peut aussi l'imaginer avec d'autres matériaux. Voilà. Juste le lien avec le réemploi où tu te dis, encore là, à ce moment-là, l'émission de carbone est tellement moindre, négative, ou zéro, quoi. Ouais, c'est ça, ça permet vraiment du coup, en fait, de prolonger le décalage des émissions dans le temps et d'accompagner toutes les stratégies de décarbonation qu'on peut voir en France, et d'ailleurs dont la reforestation est quand même un petit peu et pousse dans ce sens-là pour augmenter les puits carbone, stocker du carbone quelque part, parce que même si on n'utilise pas tout au final enfin, on va utiliser une grande partie de l'arbre. Si on parle du bois de structure, vous allez avoir la grume qui va servir à faire de la planche, de la poutre, du parement, du lito, n'importe quoi. Ça reste dans la maison. Peut-être que la plus petite partie va faire du bois énergie. Et il y a quand même toujours un peu de branchage qui va rester en forêt. Et ce branchage-là, lui, va se décomposer tout simplement. Il va restocker du carbone dans le sol. Et en plus, il va réapporter de la nourriture au sol et favoriser le développement, pérenniser en fait tous les micro-organismes qui sont dans les sols. Moi, je trouve intéressant de mettre le doigt sur des petites dérives qu'il y a eu, ou qu'il y a parfois encore dans l'éco-construction. Où des fois on voit des super solutions sur des revues, voilà, et puis des gens qui disent ouais super, on a trouvé un super matériau, il est génial celui-là et tout. Sauf que des fois il arrive d'Allemagne, il arrive de on ne sait où,
Et on pourrait dire, oui, c'est un matériau biosourcé, machin bidule, mais en fait, rien que la façon dont il est construit, le transport qu'il a fallu pour l'acheminer ici, tout ça, du coup, il vaut mieux prendre un matériau local qui a un peu moins de performance, entre guillemets, et qui va être avec un bilan carbone bien meilleur, quoi. Et c'est intéressant de mettre le doigt là-dessus, parce que on s'est un peu perdu on a vu plein d'exemples en fait, de maisons éco-construites, mais où en fait, on oublie l'essentiel qui est... on dit souvent le bon sens, mais plus c'est local, plus c'est sain, quoi. Pour notre planète, je parle. Ouais, tout à fait. Et puis, moi, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là aussi du bois exotique. Parce que tout simplement, il y en a beaucoup qui vont vanter les avantages de certains bois exotiques, comme le teck, pour la résistance à l'humidité ou ces choses-là. Dire, bah, on n'a pas besoin du coup de produits d'entretien parce que le bois en lui-même va résister à l'humidité par ses caractéristiques naturelles. Mais c'est des bois qui vont être exploités dans des conditions assez dégueulasses, pour utiliser le terme. Potentiellement, c'est même au-delà de la façon dont c'est exploité. Ça ravage les écosystèmes là-bas, c'est des ressources qui sont exportées, donc du coup, il n'y a aucune économie locale qui peut se créer dans ces endroits-là. Et c'est aussi l'intérêt des ressources biomasse, un petit peu entre guillemets, c'est vraiment de pouvoir les exploiter le plus localement possible pour créer tout l'écosystème, même tout le tissu économique qui va autour en local. C'est pas du tout pour faire la pub de la construction paille, mais vous avez bien compris qu'une maison en paille, au niveau de tout ce qu'a dit Arthur, c'est juste le top du top, parce que le bois, on en a parlé, comment il peut être, mais la paille, une fois que la maison elle est au bout de son cycle de vie, elle va se composter, et du coup, en termes de bilan carbone, là encore, il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit aussi sur toujours la fin de vie du bâtiment, quoi. Alors sur la fin de vie, moi des fois je suis toujours un petit peu perturbé de parler, de chercher à avoir des matériaux qu'on va dire comme biodégradables, comme la paille par exemple en fin de vie, alors qu'on cherche à faire des constructions durables. Alors certes, c'est important de pouvoir l'intégrer sur des très longues durées de vie, mais je discutais à midi avec quelqu'un et on a abordé le fait des maisons un peu biodégradables sur certaines, donc c'est que des ressources, donc c'est pareil, c'est avec donc c'est une certaine forme de maison, et en fait la maison un petit peu s'auto-biodégrade au bout d'une quinzaine d'années. Donc c'est bien parce qu'il y a, on utilise des ressources vraiment sur l'endroit où elles ont été produites, mais avec une durée de vie très très faible. Est-ce que c'est pertinent aussi? Je sais pas, je suis toujours un... Ouais, c'est une forme d'obsolescence programmée assumée. Donc celle-là, elle peut être intéressante quand elle est assumée dans ce sens-là. Sur un bâtiment, on sait que l'impact principal, en fait, ça va pas forcément être la construction, mais plutôt l'utilisation du bâtiment avec la production d'énergie. C'est pour ça qu'on parle énormément de transition énergétique en ce moment sur les bâtiments avec l'électrification et les sources d'énergie renouvelables, donc de l'éolien, du solaire, etc. En ordre de grandeur, les matériaux de construction d'un bâtiment, c'est entre 5 et 10% de son impact environnemental sur son cycle de vie. 80-90% de l'impact d'un bâtiment, il va provenir plutôt de la consommation énergétique. Et donc c'est là où ça peut être plus intéressant de s'axer. C'est bien de faire de l'éco-construction dans le sens d'utiliser des ressources locales, mais c'est peut-être pas aussi le levier qu'on va avoir principal pour réduire la plus grosse source d'émissions d'un bâtiment. C'est peut-être plus intéressant de travailler sur la thermique, de travailler sur l'isolation, sur des bâtiments neutres en énergie qui ne vont pas consommer d'énergie, et pour ceux qui consommeraient encore un petit peu d'énergie, d'utiliser les énergies les moins carbonées possibles. Sur le bâti ancien, la seule moyen de travailler sur la thermie correctement, c'est avec des matériaux biosourcés. Donc, on a la réponse. C'est juste pour revenir sur la durée de vie de la paille. Est-ce que vous pouvez dire que ça a une durée de vie plus courte que sur de la pierre ou d'autres types de... C'est Pierre qui va répondre là pour le coup. La plus vieille maison paille en France, elle date de 1920. Et elle est toujours debout, elle est en bon état, et voilà. Et elle va durer encore longtemps. Et il y a des maisons aux États-Unis, dans le Nebraska, qui existent depuis très longtemps. Donc la durée de vie, aujourd'hui, dire qu'elle est moins bonne, on ne peut pas dire ça. Après, c'est toujours pareil, ça dépend beaucoup de la mise en œuvre. Et la paille, effectivement, si elle n'est pas correctement mise en œuvre, sa durée de vie, elle peut être plus faible, quoi. Voilà. Mais bon, en tout cas, on peut dire de manière certaine qu'en tout cas en France, il y a une maison qui a plus de 100 ans en paille. Voilà, ça c'est sûr. Et qui est en très bon état, qui va continuer sa vie. Voilà. C'est le siège maintenant, le nouveau siège du réseau français de la construction paille, qui a racheté cette maison qui était faite par un ingénieur dans les années 20, enfin les années 20, 1920, il faut parler comme ça maintenant, et du coup, qu'ils ont racheté pour pouvoir faire le siège du réseau français de la construction paille. Donc c'était un petit peu ce que je citais au tout début en disant les matériaux biosourcés
agro-sourcés, ils peuvent être intéressants. Il faut juste faire effectivement attention dans quel cadre on les met en œuvre, comment est-ce qu'on les met en œuvre. Et à partir de ce moment-là, ils sont tout aussi durables que des matériaux conventionnels. Et après, on peut les compléter avec d'autres matériaux qu'on appelle, qui ne sont pas biosourcés, entre guillemets, qui sont des matériaux minéraux, mais avec tout ce qui est les enduits terre crue, ces choses-là, qui permettent justement d'apporter d'autres caractéristiques pour les faire durer encore plus, pour apporter du confort, pour apporter du renfort mécanique, par exemple, ou des choses comme ça. Et coupler les deux, comme les enduits terre-paille, la paille va servir de charge, en fait, pour le renfort et pour la résistance du matériau. Ok, merci beaucoup Arthur, bravo.